Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser. Alors que l'obligataire ne rapporte plus rien, voire coûte de l'argent, l'immobilier voit ses rendements décliner, les actions paraissent chères, où peut-on encore investir en Europe? Oui, alors, il s'est passé en Europe ce qui était prévisible, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, depuis maintenant 2014, mène une politique qui est très expansionniste. Les taux d'intérêt de la Banque Centrale sont nuls, ils sont même négatifs pour les banques. Et donc les taux d'intérêt sans risque, vous mentionnez, sont très faibles. Donc l'Allemagne s'endette toujours à taux négatif, même s'il y a eu une petite remontée depuis l'été. L'Italie s'endette un petit peu plus de 1%. La France, très légèrement positif, mais disons zéro. L'Espagne, à peine positif. Et donc, évidemment, on est très découragé d'investir dans les dettes sans risque. Ça vaut aussi pour les dettes des entreprises solides, les entreprises investment grade. Le reste s'est passé suivant le scénario attendu, c'est-à-dire que les investisseurs se sont reportés vers les actifs risqués. Donc on a vu l'écrasement des primes de risque sur les obligations d'entreprise, l'écrasement des spreads de crédit. Y compris sur les dettes à haut rendement. Y compris sur le high yield, sur les dettes bancaires, l'écrasement des primes de risque, on en parlait juste à l'instant, sur les dettes des pays périphériques de la zone euro. On a vu la baisse des rendements de l'immobilier, on est à peu près à 3,5 aujourd'hui de rendement immobilier sur l'ensemble de la zone euro pour le résidentiel, qui est beaucoup plus bas qu'il y a 2 ou 3 ans. Même chose sur les infrastructures, même chose sur les acquisitions, sur les LBO. On a des multiples de LBO qui sont presque à 13, ils étaient à 8 il y a 2 ou 3 ans. Donc toutes les primes de risque sur toutes les classes d'actifs se sont complètement écrasées. Ce qui est normal, puisque d'abord c'est un des objectifs de cette politique monétaire, c'est ce que les banques centrales appellent le canal du risque, ça rend l'endettement à risque moins cher, donc normalement c'est bon pour l'investissement. Sauf qu'il y a bien une limite à tout ça. Alors la limite, c'est qu'effectivement, aujourd'hui déjà, si vous achetez une obligation à yield risquée dans la zone euro, la prime de risque que vous touchez ne couvre pas le risque actuariel de faillite, de défaut de l'entreprise. Donc on est passé même sans doute un peu en dessous de la limite. Ce qui est normal puisque cette politique est menée depuis extrêmement longtemps avec beaucoup de liquidités. Mais alors, un peu contrairement à ce que vous avez dit initialement, il y a une exception qui sont les actions européennes. Pour vous, elles ne sont pas chères? Alors, je regarde les primes de risque à nouveau, qui est la bonne façon de regarder les différentes classes d'actifs. Aux États-Unis, au Japon, la même cause a provoqué sur les actions le même effet, c'est-à-dire que la prime de risque action s'est complètement écrasée aussi. Aux États-Unis, on est à peu près à 350 points de base, à 3,5%, ce qui est un tout petit peu, mais pas beaucoup, au-dessus de ce qu'on avait avant la crise. Dans la zone euro, avant la crise, on était à 2,50%, c'est-à-dire qu'une action rapportait 2,50% de plus qu'une dette sans risque. Aujourd'hui, on est à 5,5%, malgré la hausse récente. Et 5,5, c'est donc 300 points de base au-dessus, et c'est presque le même niveau qu'en 2009, pendant la récession. Donc en réalité, on a l'impression que les indices boursiers ont monté, c'est vrai, mais quand vous regardez la prime, c'est-à-dire le supplément de rendement qui est exigé des actions, elle n'a pas du tout baissé, elle est restée extraordinairement élevée. Donc si on est dans l'absolu, les actions, à un grand niveau de généralité, parce qu'après il faut aller plus dans le détail, les actions sont un actif bon marché. D'accord, un actif bon marché, mais est-ce qu'il est si bon marché que ça? Est-ce que ce n'est pas une lecture un peu faciale des choses? Parce que les actions valorisent les bénéfices futurs. Oui, mais alors la prime de risque, vous savez comment elle est calculée. On prend les bénéfices futurs. Alors, tant qu'on a un consensus, on prend le consensus et ensuite on prend une hypothèse raisonnable, je dirais, de croissance des bénéfices au-delà de la 3e ou de la 4e année. Et on regarde à quel taux il faut actualiser les bénéfices pour trouver le cours boursier. Donc aujourd'hui, il faut actualiser un taux d'intérêt très élevé, donc une prime de risque très élevée, ce qui veut dire qu'en réalité, les actions, si on les actualisait à un taux d'intérêt normal, devraient être beaucoup plus chères que ce qu'elles sont. Alors, avant de savoir s'il faut quand même acheter des actions, il faut, alors vous avez raison, aller un peu plus en avant dans cette question. Il y a d'abord une question sectorielle. Il y a un secteur qui pénalise fortement les actions européennes, qui sont les bancaires. Les bancaires, parce que les taux sont bas précisément. Justement, oui, elles souffrent des taux bas. Donc, quand vous regardez le ROE, donc la rentabilité des fonds propres, les banques de la zone euro ont à peu près 6% d'ROE, les autres entreprises à peu près 11%. Donc on a une pénalisation des banques, donc il est normal que le secteur bancaire soit un des problèmes de l'Europe. Mais même quand vous enlevez les bancaires, il reste une grosse différence avec les États-Unis, par exemple.
Alors, deuxième question, qu'est-ce qui fait que les actions européennes n'ont pas profité de la BCE et de la baisse des taux? Il me semble, trois phénomènes. Un, tout le monde n'est pas convaincu que les taux d'intérêt vont rester aussi longtemps bas. Donc, bien sûr, si les taux remontent, il faut actualiser les bénéfices futurs à des taux plus élevés. Deuxième phénomène, les non-résidents, depuis 2018, sont continuellement vendeurs d'actions européennes et pas acheteurs. Et donc, il y a une très forte pénalisation, j'ai même 4 explications des actions européennes par le fait que les non-résidents non seulement ne sont pas là, mais en plus sont vendeurs. Troisièmement, les règles des investisseurs européens, Solvabilité 2, qui empêchent les assureurs et les fonds de pension, qui limitent les achats d'actions à cause des règles de fonds propres, et qui est la troisième explication. Et quatrième explication, et là c'est quand on compare avec les États-Unis, c'est les rachats, les buybacks. Il y a des rachats massifs aux États-Unis qui font monter le marché américain. En termes nets, en Europe, il n'y a pas de rachat. Il y a des oui, d'ailleurs, vous avez, parce que je lis vos papiers, vous avez produit un graphique qu'on voit apparaître à l'écran, où on corrige les ajuste. Voilà, c'est un graphique. Voilà, les deux marchés montent exactement parallèlement. Cela dit, il faut bien, quand on est investisseur, prendre en compte les rachats d'actions. Oui, non, mais je suis d'accord. Ça favorise le marché américain. C'est pour expliquer que la supériorité du marché américain sur performance n'est pas due à une surperformance intrinsèque des entreprises, mais elle est due au rachat. Enfin, tout ça est là, vous avez raison. Et donc, avant d'acheter des actions européennes, même s'ils ne sont pas chers, il faut se demander si ces différents facteurs peuvent se corriger. Alors justement, reprenons-les. Alors la réglementation des assureurs, Solvabilité 2, tout le monde est d'accord que c'est un problème. Et que ça va poser un vrai problème à l'assurance vie dans les prochaines années, mais tout le monde est d'accord aussi pour dire que même s'il y a un consensus en Europe, et sans doute la nouvelle commission devra assez rapidement travailler sur ce sujet, ça mettra beaucoup d'années avant qu'on change la réglementation, parce que c'est des processus longs de consultation. Bon. Donc il y en a pour 5 ans, donc c'est pas ça qui va changer la donne maintenant. Donc ça, on fait une croix dessus. Donc là, la Solvabilité 2, on l'a. Les rachats... Ce n'est pas la pratique européenne. Les entreprises européennes distribuent des dividendes. Le taux de dividende sur l'Eurostoxx, il est 3,5%. Alors, c'est quelque chose que j'aurais pu mentionner avant. Ça veut dire que si vous achetez une action et que vous vous désintéressez du cours boursier, en moyenne, vous avez 3,5% de rendement, ce qui est quand même pas négligeable. Mais il y a peu de chances que la pratique de rémunération de l'actionnaire change en Europe. Ça restera essentiellement les dividendes. Donc ça ne sera pas un moteur pour les actions européennes. Donc, on ne voit pas une explosion des rachats. Ce n'est pas très populaire en Europe. C'est plutôt considéré comme l'aveu par l'entreprise qu'elle n'a pas de projet d'investissement. Enfin, donc, la question se pose d'ailleurs aux États-Unis. Oui, mais eux, ils distribuent beaucoup moins de dividendes. Donc, en termes d'utilisation du cash, si vous voulez, c'est pas très différent. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Les banques, tant que les taux sont aussi bas que ça, les banques ne vont pas aller très bien. Les taux de la BCE, honnêtement, on ne les voit pas remonter avant plusieurs années. Il y a plein de raisons pour que les taux restent bas. Donc le seul espoir finalement, mais c'est un vrai espoir, c'est que les non-résidents, les investisseurs non-européens changent d'avis sur l'Europe. Il y a une vision très négative de l'Europe aujourd'hui. On dit oui, crise politique, crise économique, on a cru à la fin, si vous lisez la littérature de mes collègues anglo-saxons, il y en a toujours un chaque jour qui annonce la fin de l'euro. Donc, honnêtement, la situation politique s'améliore. Il y a des coalitions probablement relativement stables maintenant en Espagne et en Italie. Le Brexit, on a quand même un petit peu plus de visibilité. Certes, on ouvre... Donc, ce que vous nous dites, là, Patrick, c'est qu'il suffirait d'un petit changement dans la psychologie des non-résidents. Il suffirait que les non-résidents arrêtent de vendre, par exemple, et qu'ils deviennent très légèrement acheteurs. Et on a gagné quand même pas mal sur la valorisation des actions européennes. On a un PER qui est 3 plus bas, on est à 15 contre 18, que le PER américain. Donc, si vous voulez, il me semble que l'espoir, c'est un changement de la perception de l'Europe par les investisseurs non européens qui se diraient finalement la croissance quand même tient à peu près, la crise politique elle est pour l'instant... Parlons-en un petit peu tout de même, parce que la croissance, notamment, alors dans le secteur industriel, on sait bien que là la croissance n'est pas l'industrie, je l'entends bien, mais on a tout de même un problème aujourd'hui dans l'industrie en Europe. On ne voit pas vraiment le bout du tunnel en Allemagne pour le moment. Alors, ça dépend des industries. C'est-à-dire que l'industrie, globalement, mondialement, l'industrie est en stagnation, mais ce n'est pas un phénomène récent. Le monde devient une économie de services. Alors après, il y a industrie et industrie. Donc là, on a la comparaison France-Allemagne, qui aurait très intéressante. L'Allemagne, c'est justement l'industrie qui souffre aujourd'hui. C'est les autos, la chimie, les biens d'équipement industriels, avec le recul de l'investissement en Chine. Et donc l'Allemagne alors on a eu les chiffres du 3e trimestre, est en croissance, disons en moyenne nulle,
La France, c'est l'industrie en croissance. Alors c'est un peu par chance, mais enfin on vend des avions, de l'armement, il ne faut peut-être pas le dire, de la pharmacie et du luxe. Donc il faut se garder d'une vision uniforme. Oui, hein, alors l'industrie française est en croissance assez fortement positive. D'ailleurs, quand vous regardez la capacité de production de l'industrie, c'est assez intéressant. Bien sûr, l'industrie allemande est beaucoup plus grosse que l'industrie française, mais elle se contracte, alors que l'industrie française croît, elle est en expansion. Mais c'est vrai que globalement en Europe, l'industrie n'est pas la source de croissance. C'est une industrie à peu près en croissance nulle. Mais il reste le tourisme, il reste les services aux entreprises, il reste la technologie, il reste la distribution, il reste plein de choses. Il y a la santé. Enfin, Donc ce que vous nous dites, c'est les Cassandres qui prédisent la récession en seront pour leurs frais. Alors il y a une croissance molle. Hein, je veux dire, à nouveau, l'Europe est en croissance à 1. Oui, c'est pas mirobolant. Mais les bénéfices se tiennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul des bénéfices. Hein. Les bénéfices continuent à augmenter de quelques points. Enfin, on n'est pas en recul des bénéfices. Hein, Alors, ce qui me ramène à la valorisation des marchés, parce qu'en effet, elle repose sur l'anticipation des bénéfices futurs. Est-ce qu'on ne surestime pas, nonobstant le fait que nous ne plongions pas en récession, les bénéfices à venir? Ce qui se passe, c'est qu'on est comme dans un environnement qui est assez favorable aux entreprises. Il y a des salaires qui augmentent peu. Hein, les salaires en Europe augmentent de 2% par an. Au même niveau de chômage il y a 10 ans, ils augmentaient de 4 ou 5. Hein, donc les salaires augmentent assez peu. Les taux d'intérêt très bas. Quand vous regardez d'ailleurs la hausse de la profitabilité des entreprises européennes, elle est très largement due à la baisse des paiements d'intérêt sur les dettes. Hein, et des taux d'intérêt qui vont rester très bas. Une fiscalité qui partout devient plus favorable pour les entreprises. Hein, regardez les dernières décisions en France. Donc honnêtement, alors les bénéfices ne vont pas être en croissance à 2 chiffres jusqu'à la fin des temps, mais ils vont rester en croissance. Et donc à nouveau, il n'y a pas d'erreur manifeste dans les calculs de valeur fondamentale des actions. Quand on actualise les bénéfices futurs, on ne fait pas une erreur majeure d'estimation des bénéfices futurs. Non, il y a une vraie sous-valorisation du marché européen. Mais alors, ce qui est assez bizarre, parce qu'on pourrait avoir l'argument en disant oui, mais les taux d'intérêt à zéro, ça ne va pas durer. Mais pourquoi est-ce qu'on valorise l'immobilier avec des taux d'intérêt à zéro et pas les actions, si vous voulez? Donc, si on ne croyait pas... Il faudrait une forme de cohérence. Voilà, si on est cohérent, les taux d'intérêt à zéro, donc on y croit quand on valorise l'immobilier, on y croit quand on valorise des acquisitions d'entreprises, les valeurs dans les M&A, etc. Et pourquoi, juste pour les actions, on n'y croirait pas, quoi? Alors, on parle de l'Europe, mais la relation entre les bourses américaines et européennes est tout de même assez étroite, puisque si Wall Street corrige, on sait bien qu'on est généralement emporté par la vague ou par l'avalanche. Les actions américaines aujourd'hui, elles sont chères pour vous ou pas? Alors, les actions américaines sont, je dirais, non. À nouveau, moi, je regarde des primes de risque, parce que je ne sais pas juger du niveau d'un indice. Donc, je pense qu'il faut arrêter de dire, regardez, on est à 5400, et donc, non, il faut regarder la prime de risque, qui est la seule mesure objective de la risque. Prime de risque américaine est normale. On le disait tout à l'heure, c'est 3,50. Donc, on peut considérer que le marché américain, il est juste valorisé. Il est à peu près à un niveau normal. Qu'est-ce qui pourrait amener une correction aux États-Unis? Alors bien entendu, il y a des échéances politiques à laquelle on ne peut rien. Donc l'économie américaine va bien, je crois que c'est un point qui est quand même relativement intéressant. C'est-à-dire qu'à nouveau aussi, il y avait plein de Cassandres qui annonçaient une récession aux États-Unis. On voit que les États-Unis tiennent une ligne de croissance autour de 2, tiennent une ligne de création d'emplois autour de 120 000 par an. Alors c'est plus de 100 000, mais on est à 3,7% de chômage. Alors on va reparler des États-Unis plus spécifiquement dans une autre émission, mais enfin... l'idée, si vous voulez, qu'il y aura un krach boursier aux États-Unis, me paraît totalement... La tech, on nous dit oui, d'accord, mais le sujet, c'est la tech US. La tech, globalement, a un PER de 22, alors que le PER du marché est un peu au-dessus de 18. PER de 22, il n'y a pas de quoi tomber par terre pour des entreprises dont les perspectives sont fortes. Donc honnêtement, c'est dur aussi. Donc vous ne voyez pas de vase communicant dû à on voit pas de correction US. D'accord. Bon, en tout cas, le message est clair, Patrick. Vous dites aujourd'hui, finalement, les actions européennes, il faut en avoir comparé aux autres actifs. Je pense aussi bien un particulier qu'une banque privée, c'est plus dur pour un assureur, bien sûr pour les réglementations, doit pouvoir se charger un peu plus en actions que ce qui est le cas aujourd'hui. Oui. Patrick, merci. Merci beaucoup.